Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 8. La loi de la viande. Le développement du louveteau fut rapide. Après 2 jours de repos, il s'aventura à nouveau hors de la caverne. Il rencontra dans cette sortie la jeune belette dont il avait, avec la louve, mangé la mère. Il la tua et la mangea. Il ne se perdit pas cette fois, et par le même chemin, lorsqu'il se sentit fatigué, s'en revint à la tanière pour y dormir. Désormais, chaque jour le vit dehors à rôder et élargir le cercle de ses courses. Il commença à mesurer plus exactement le rapport de sa force et de sa faiblesse. Il connut quand il convenait d'être hardi et quand il était utile d'être prudent. Il décida que la prudence devait être de règle générale, sauf quand il était sûr du succès, auquel cas il pouvait s'abandonner à ses impulsions combatives. Il devenait un vrai démon et sa fureur s'éveillait dès qu'il avait le malheur de tomber sur un ptarmigan. S'il rencontrait un écureuil jacassant en l'air sur un sapin, il ne manquait pas de lui répondre à sa façon par une bordée d'injures. La vue d'un oiseau des élans poussait sa colère au paroxysme, car il n'avait jamais oublié le coup de bec qu'un de ces oiseaux lui avait appliqué sur le nez. Il se souvenait aussi du faucon, et dès qu'une ombre mouvante passait dans le ciel, il courait se blottir sous le plus proche buisson. Mais une époque arriva où ces divers épouvantails cessèrent de l'effrayer. Ce fut quand il sentit que lui-même était pour eux un danger. Sans plus ramper et se traîner sur le sol, il prenait déjà l'allure oblique et furtive de sa mère. Ce glissement rapide et déconcertant, à peine perceptible, presque immatériel. Les poussins du ptarmigan et la jeune belette avaient été ses premiers meurtres, la première satisfaction de son désir de chair vivante. Ce désir et l'instinct de tuer s'accrurent de jour en jour, et sa colère grandit contre l'écureuil dont le bavardage volubile prévenait de son approche toutes les autres bêtes. Mais, de même que les oiseaux s'envolent dans l'air, les écureuils grimpent sur les arbres, et le louveteau ne pouvait rien contre eux que de tenter de les surprendre lorsqu'ils se posaient sur le sol. Le louveteau éprouvait pour sa mère un respect considérable. Elle était savante à capturer la viande, et jamais elle ne manquait de lui en apporter sa part. De plus, elle n'avait peur de rien. Il ne se rendait pas compte qu'elle avait plus appris et en connaissait plus que lui, d'où sa plus grande bravoure, et ne voyait que la puissance supérieure qui était en elle. Elle le forçait aussi à l'obéissance, et plus il prenait de l'âge, moins elle était patiente envers lui. Au coup de nez et au coup de patte avaient succédé de cuisantes morsures, et pour cela encore il la respectait. Une 3e famine revint, qui fut particulièrement dure. Et le louveteau connut à nouveau, cette fois avec une conscience plus nette, l'aiguillon de la faim. La louve chassait sans discontinuer, quêtant partout un gibier qu'elle ne trouvait pas, et souvent ne rentrait même pas dormir dans la caverne. En mortelle angoisse, le louveteau chassait comme elle, et lui non plus ne trouvait rien. Mais cette détresse contribuait à développer son esprit, et il grandit en science et en sagesse. Il observa de plus près les habitudes de l'écureuil, et s'appliqua à courir sur lui plus prestement pour s'en saisir. Il étudia les mœurs des souris des bois et s'exerça à creuser le sol avec ses griffes afin de les tirer de leurs trous. L'ombre même du faucon ne le fit plus fuir sous les taillis. Assis sur son derrière, en terrain découvert, il allait même, dans son désespoir, jusqu'à provoquer l'oiseau redoutable qu'il voyait planer dans le ciel. Car il savait que là-haut, dans le bleu, c'était de la viande qui flottait, de cette viande que réclamaient si intensément ses entrailles. Mais le faucon dédaigneux refusait de venir livrer bataille au louveteau, qui s'en allait en gémissant de désappointement et de faim. Un jour, la famine se termina. La louve apporta de la chair au logis, une chair singulière et différente de la chair coutumière. C'était un petit lynx, de l'âge approximatif du louveteau, mais un peu moins grand. Il était tout entier pour lui. La louve, il l'ignorait, avait déjà satisfait sa faim, en dévorant tout le reste de la portée. Il ne savait pas non plus tout ce qu'il y avait de désespéré dans cet acte. La seule chose qui l'intéressait était la satisfaction de son estomac, et chaque bouchée du petit lynx qu'il avalait augmentait son contentement. Un estomac plein incite au repos, et le louveteau, étendu dans la caverne, s'endormit contre sa mère. Un grondement de la louve, tel qu'il n'en avait encore ouï de semblable, le réveilla en sursaut. Jamais peut-être dans sa vie, elle n'en avait poussé d'aussi terrible, car elle savait bien, elle, que l'on ne dépouille pas impunément une tanière de lynx. La mère lynx arrivait. Le louveteau la vit, dans la pleine lumière de l'après-midi, accroupie à l'entrée de la caverne.
À cette vue, sa fourrure se souleva puis retomba le long de son échine. Point n'était ici besoin d'instinct ni de raisonnement. Commencé en sourd grognement, puis s'enflant tout à coup en un horrifique hurlement, le cri de rage de l'intruse disait clairement le danger. Pourtant le louveteau sentit en lui bouillonner le prodige de la vie. Il se dressa sur son séant et se rangea aux côtés de sa mère en grondant vaillamment, mais elle le rejeta loin d'elle, en arrière, avec mépris. Le boyau d'entrée de la caverne étant trop bas et trop étroit, la mère lynx ne pouvait bondir. Elle s'avança en rampant, prête à s'élancer dès qu'il lui serait loisible. Mais alors, la louve s'abattit sur elle et la terrassa. Le louveteau ne distinguait pas grand-chose de la bataille. Les deux bêtes grondaient, crachaient, hurlaient et s'entre-déchiraient. Le lynx combattait des griffes et des dents, et la louve n'usait que de ses dents. Le louveteau, profitant d'un moment propice, s'élança lui aussi et enfonça ses crocs dans une des pattes de derrière du lynx. Il s'y suspendit en grognant, et sans qu'il s'en rendît compte, il paralysa par son pied les mouvements de cette patte, apportant ainsi à sa mère une aide appréciable. Un virement du combat entre les deux adversaires le refoula et lui fit lâcher prise. L'instant d'après, mère louve et mère lynx étaient séparées. Avant qu'elles se ruassent à nouveau l'une contre l'autre, le lynx frappa le louveteau d'un coup de sa large patte de devant, qui lui lacéra l'épaule jusqu'à l'os et l'envoya rouler contre le mur de la caverne. Ses cris aigus et ses hurlements plaintifs s'ajoutèrent au vacarme des rugissements. Il avait cessé de gémir que la lutte durait encore. Il eut le temps d'être repris par un second accès de bravoure et la bataille en se terminant le retrouva rageusement pendu à la patte de derrière du lynx. Celui-ci avait succombé. Pour sa part, la louve était fort mal en point. Elle tenta de caresser le louveteau et de lécher son épaule blessée. Mais le sang qu'elle avait perdu avait à ce point épuisé ses forces qu'elle demeura tout un jour et toute une nuit, étendue sur le corps de son ennemi sans pouvoir faire un mouvement et respirant à peine. Pendant une semaine entière, elle ne quitta point la tanière, sauf pour aller boire, et sa marche était lente et pénible. Au bout de ce temps, le lynx était complètement dévoré, et les blessures de la louve assez cicatrisées pour lui permettre de courir à nouveau les gibiers. L'épaule du louveteau demeurait encore raide et endolorie, et durant quelque temps il boita, mais le monde désormais lui paraissait autre. Depuis la bataille avec le lynx, sa confiance en lui-même s'était accrue. Il avait mordu dans un ennemi en apparence plus puissant que lui, et il avait survécu. Son allure en était devenue plus hardie. Quoique la terreur mystérieuse de l'inconnu continuât à peser sur lui, toujours intangible et menaçante, beaucoup de sa timidité avait disparu. Il commença à accompagner sa mère dans ses chasses et à y jouer sa partie. Il apprit à tuer férocement et à se nourrir de ce qu'il avait tué. Le monde vivant se partageait pour lui en deux catégories. Dans la première, il y avait lui et sa mère, dans la seconde, tous les autres êtres qui vivaient et se mouvaient. Ceux-ci se classaient à leur tour en deux espèces. Ceux qui, comme lui-même et sa mère, tuaient et mangeaient, ceux qui ne savaient pas tuer ou tuaient faiblement. De là surgissait la loi suprême. La viande vivait sur la viande, la vie sur la vie. Il y avait les mangeurs et les mangés. La loi était mange ou soit mangé. Sans se la formuler, sans la raisonner ni même y penser, le louveteau vivait cette loi. Il avait mangé les petits du ptarmigan. Le faucon avait mangé la mère ptarmigan, puis aurait voulu le manger lui aussi. Devenu plus fort, c'est lui qui avait souhaité manger le faucon. Il avait mangé le petit du lynx et la mère lynx l'aurait mangé. À cette loi participaient tous les êtres vivants. La viande dont il se nourrissait et qui lui était nécessaire pour exister courait devant lui sur le sol, volait dans les airs, grimpait aux arbres ou se cachait dans la terre. Il fallait se battre avec elle pour la conquérir, et s'il tournait le dos, c'était elle qui courait après lui. Chasseur et chassé, mangeur et mangé, chaos de gloutonnerie sans merci et sans fin. Ainsi, le louveteau n'eût-il pas manqué de définir le monde, s'il eût été un tant soit peu philosophe à la manière des hommes. Mais la vie et son élan avaient aussi leur charme. Développer et faire jouer ses muscles constituait pour le louveteau un plaisir sans fin. Courir sus après une proie était une source d'émotion et de frémissements délicieux. Rage et bataille donnaient de la joie. La terreur même et le mystère de l'inconnu avaient leur attirance. Puis toute peine portait en elle sa rémunération, dont la première était celle de l'estomac plein et d'un bon sommeil reposant aux chauds rayons du soleil. Aussi le louveteau ne querellait-il ni la vie qui trouve sa raison d'être dans le fait seul de son existence,
ni l'hostilité ambiante du monde qui l'entourait. Il était plein de sève, très heureux et tout fier de lui-même.